Bonjour et bienvenue dans notre émission radio. Cette émission portera sur le thème du droit international et sera ponctuée de l'intervention de plusieurs intervenants qui viendront vous parler de nos conventions actuelles, si elles sont respectées de nos jours, puis les solutions apportées. En effet, apparue avec la naissance de la Société des Nations en 1919, elle-même créée au lendemain de la Première Guerre mondiale afin de promouvoir la coopération internationale et obtenir la paix et la sécurité, la question des conventions est très importante, encore de nos jours. En effet, ces accords entre deux ou plusieurs États ou organisations internationales énonçant leurs devoirs et leurs droits dans un domaine particulier ont plusieurs fois été transgressés. C'est pour traiter de la question du respect de ces conventions qu'interviennent aujourd'hui nos journalistes. Bonjour Ombline, nous sommes en compagnie de Pierre Blanc et Fanny Tibi afin qu'ils nous expliquent en quoi les constitutions ont été bafouées, puis les solutions apportées pour punir ces fautifs. Bonjour Pierre et Fanny. Mais avant tout, ce sera vous, Ombline, qui nous ferez un petit état des lieux sur ces textes et le contexte autour de leur création. Je vous en prie, allez-y. Merci Léna. Votre définition des conventions était déjà très bien, mais je vais la compléter quelque peu. Il est vrai que ces traités concernent deux ou plusieurs États, mais ils ne gagnent une certaine valeur que lorsqu'ils sont ratifiés par ces États, obtenant ainsi une force obligatoire leur permettant de devenir de véritables traités internationaux. Avant cela, ces traités n'ont réellement pas de valeur. Je précise que ce sont les organismes internationaux tels que les Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, qui produisent ce genre de textes. Nous vous remercions. Maintenant, passons désormais à un peu d'histoire. Pouvez-vous nous faire une rapide remise en contexte de la création de ces traités ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que la création du premier traité a eu lieu le 22 août 1864 à l'occasion de la première convention de Genève. Ce premier traité est né de la volonté d'améliorer le sort des blessés sur les champs de bataille. Signé par 12 États européens, son origine est d'ailleurs étroitement liée à celle de la Croix-Rouge, et cela signe la naissance officielle du droit international humanitaire. C'est donc ce traité qu'on considère comme le premier d'une longue liste ? En effet, c'est bien ça. Mais ce n'est pour autant pas le plus célèbre. C'est plutôt la révision de ce traité qui est plus connue. Tout d'abord, en 1906, puis en 1929, le traité originel a connu des modifications suite à la mise en place de la SDN, adoptée le 27 juillet 1929 à la fin de la conférence diplomatique de Genève de 1929. 3 changements ont été apportés lors de cette convention pour couvrir des domaines qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont été jugés insuffisants dans la convention de 1906. Tout d'abord, concernant les dispositions sur le rapatriement des prisonniers gravement blessés et grands malades. Puis, un autre changement apporté est celui concernant la protection des avions en mission médicale. Et enfin, le dernier changement concerne les emblèmes du Croissant Rouge et du Red Lion and Sun, enfin reconnus en plus de la Croix-Rouge. D'ailleurs, un autre changement apporté lors des discussions de 1929 qui va changer radicalement les choses est la création d'un moyen d'identification pour les soldats morts au combat, afin d'éviter les morts anonymes pendant la guerre franco-allemande de 1870. Les soldats prussiens ont une carte puis une plaque. La France en munit ses militaires en 1880. Au cours des discussions pour la Convention de Genève de 1906, les États décident que ce sujet n'appartient pas au droit international et refusent de rendre obligatoire le port d'une plaque par les militaires. Mais les soldats n'acceptent plus une mort anonyme pendant la Première Guerre mondiale. La Convention de Genève de 1929 a rendu obligatoire le port d'une plaque d'identification par chaque soldat, en précisant que les belligérants doivent protéger, chercher, identifier et inhumer les militaires morts. Merci Ombline, ce fut instructif, j'ai beaucoup appris. J'espère que nos auditeurs aussi. Ajoutons qu'une nouvelle convention de Genève voit le jour en 1949, mais cela serait plus juste de dire qu'elle est une extension des anciennes et qu'elle est plus précise. En effet, Léna, cette convention dicte les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés, ou encore des prisonniers de guerre. Nous vous remercions, Ombline. Grâce à vous, notre compréhension des normes et valeurs des constitutions sont très accessibles. Pouvons-nous passer à vous, Pierre, et à vos explications sur le non-respect de ces constitutions ? Je vous propose de commencer par exemple par nous définir exactement en quoi consistent ces transgressions. Bien sûr, Léna, la transgression est l'action de transgresser, de ne pas respecter une obligation, une loi, un ordre, des règles. Par extension, la transgression des conventions désigne le fait de ne pas respecter une clause de convention pour un pays l'ayant pourtant ratifiée. L'acte transgressif affirme donc l'existence de principes moraux et de règles de conduite qu'ils remettent en question. Si la règle disparaissait, la transgression n'aurait plus de raison d'être et disparaîtrait elle-même.
Mais alors, n'importe quel petit manquement à la Convention est-il punissable? Pouvons-nous parler de transgression dans chaque cas? Alors malheureusement pour les victimes, non. Pour que l'on puisse constater une transgression d'une convention, les délits doivent entrer dans le cadre des violations graves du droit international humanitaire, souvent désignés comme des crimes de guerre, ainsi que des violations graves des droits de l'homme tels que les crimes contre l'humanité et le génocide. Auriez-vous des exemples précis de non-respect de différentes conventions internationales à développer? Eh bien, Léna, on peut prendre l'exemple frappant de l'article 3 de la Convention de Genève de 1949, selon lequel sont prohibées les atteintes portées à la vie, à l'intégrité corporelle et à la dignité des civils et des prisonniers. On peut retrouver des actes de transgression de cet article dans plusieurs conflits postérieurs à la signature de cette convention de la part de plusieurs signataires. On peut citer en tant qu'exemple le massacre de My Lai, commis par l'armée américaine au Vietnam le 16 mars 1968, au cours duquel des soldats américains auraient tué entre 347 et 504 civils vietnamiens à la mitrailleuse, après en avoir violé une bonne part qui n'avait absolument aucun lien avec les guerriers anticommunistes. Des crimes de ce genre ont aussi été commis par l'armée française en Algérie, entre 1954 et 1962, dans le contexte de ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie. Les historiens, aujourd'hui, estiment que des centaines de milliers de personnes auraient souffert de tortures, dont l'usage était généralisé, notamment sous la tutelle des généraux Paul Ossarès et Jacques Massu. Pourtant, on entend assez peu parler de ces événements. Les coupables ont-ils été jugés? Alors, dans l'exemple du Vietnam, il a fallu attendre 30 ans pour que les opposants au massacre soient reconnus comme tels et décorés. Pour ce qui est de l'Algérie, une loi d'amnistie est passée en 1962 qui fait sombrer dans l'oubli les crimes perpétrés durant la guerre. Paul Ossarès, pour ne citer que lui, ne reconnaîtra qu'en 2000 avoir utilisé la torture pour obtenir des renseignements. On pourrait justifier cela par le contexte de la guerre froide et la nécessité de paraître crédible vis-à-vis des autres nations. Y a-t-il des exemples plus récents de non-respect des conventions internationales? La guerre en Ukraine fournit de nombreux exemples de transgression des conventions internationales. L'ONG Amnesty International dénonce par exemple des viols à l'encontre des civils, des exécutions sommaires et de prisonniers non armés au motif d'avoir regardé les engins russes ou livré de la nourriture dans les bunkers. On a récemment pu voir circuler sur les réseaux sociaux une vidéo qui montrerait des soldats ukrainiens torturant des prisonniers en les frappant ou en leur tirant dessus. Ce sont deux exemples de transgressions de la version finale de la Convention de Genève dont Blin nous a parlé et qui nous rappellent que le monde d'aujourd'hui a toujours besoin de ces conventions de protection des populations. Merci de votre intervention, Pierre. Ces exemples étaient frappants. Fanny, pouvons-nous désormais passer aux sanctions mises en place à la suite de ces transgressions? Bien sûr, je vais d'abord commencer par vous définir ce qu'est une sanction selon le domaine du droit. C'est une mesure répressive prise selon la loi. Les sanctions prises condamnent les pays, les États, selon des règles strictes. Comment les lois sont-elles établies? Par qui? Existe-t-il des instances particulières qui régissent tout cela? Oui, effectivement. Les tribunaux internationaux existent depuis que le système international moderne a été mis en place et leur rôle est de régler les différends entre États ou parfois entre d'autres acteurs internationaux. Toutefois, c'est essentiellement à partir des procès de Nuremberg qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale que les tribunaux ad hoc devaient juger des individus accusés de crimes ont été créés pour que soient poursuivis les infractions pénales qui sont au cœur du droit international, à savoir le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Si nous faisons abstraction des procès de Nuremberg et de Tokyo, les premiers tribunaux pénaux internationaux ont été mis en place dans les années 1990 pour que les atrocités perpétrées en ex-Yougoslavie et les tueries en masse commises au Rwanda soient jugées. Vous avez dit ad hoc. Pourriez-vous développer cette notion? Bien sûr, ad hoc est utilisé pour décrire une chose créée sur le champ et généralement destinée à un usage unique. C'est une expression latine signifiant littéralement pour cela. En effet, ad hoc implique innovation, créativité et spontanéité. Un tribunal ad hoc est un tribunal qui a été créé de manière totalement spontanée lorsque des parties entrent en conflit. Ad hoc caractérise donc une procédure d'arbitrage dont les parties n'ont pas confié l'organisation à une institution permanente spécialisée, mais qui l'ont organisée eux-mêmes en général et en suivant les conseils de leurs avocats. Ces tribunaux ne peuvent donc intervenir que lors d'un seul conflit et ne peuvent être permanents? En effet. Cela doit prendre du temps à chaque conflit d'organiser un tribunal spécial impliquant les deux parties, non? Si, c'est d'ailleurs pour se faciliter tout cela et rendre plus claires les lois et règles que se crée la CPI, la Cour pénale internationale. C'est une juridiction pénale internationale permanente et à vocation universelle chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Également, l'objectif de cette Cour pénale internationale est de responsabiliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou militaires. D'ailleurs, pour en revenir à ce qu'Omblin disait à propos des conventions et des traités, le statut de Rome est le traité international qui a fondé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une conférence diplomatique unissant les représentants des États adhérents aux Nations Unies, appelée Conférence de Rome, qui se déroule en juillet 1998 à Rome, en Italie. Il entre en vigueur en juillet 2002 après sa ratification par 60 États. Cela signe donc la création officielle de la Cour pénale internationale.
La compétence de la Cour n'étant pas rétroactive, elle traite les crimes commis à compter de cette date. Quels sont les principaux États à avoir accepté de signer et ratifier ce traité de Rome ? La France tout d'abord, mais aussi tous les pays de l'Union européenne. Au final, 123 États sur les 193 États membres de l'ONU acceptent ainsi la compétence de la CPI. 32 États, dont la Russie et les États-Unis, ont signé le statut de Rome mais ne l'ont pas ratifié, et d'autres, dont la Chine et l'Inde, n'ont pas signé le statut. La nuance entre signer et ratifier est la suivante. C'est un pays qui signe un traité sans le ratifier a seulement une obligation morale de ne pas aller à l'encontre de celui-ci. La ratification est nécessaire pour que le traité devienne effectif sur le plan juridique. Mais donc, cette Cour pénale internationale a-t-elle déjà condamné des pays, des individus qui allaient à l'encontre du traité ? Avant toute chose, il faut préciser que la CPI peut en principe exercer sa compétence si la personne est un national d'un État membre ou si le crime supposé est commis sur le territoire d'un État membre, ou encore si l'affaire lui est transmise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Cour n'intervient que lorsque les systèmes internes sont défaillants. Mais oui, la CPI a bien condamné des individus. À ce jour, la Cour a ouvert une enquête dans 15 situations. En Ouganda en 2004, à propos du massacre où près de 200 personnes ont été tuées lors d'un massacre attribué aux rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Un autre en République démocratique du Congo, aussi en 2004, où 156 réfugiés Tutsis congolais sont massacrés au camp de réfugiés de Gatumba au Burundi. Et plus récemment, des enquêtes ont été ouvertes en Afghanistan en 2020 à propos de la crise humanitaire et en Ukraine en 2022 à propos de la situation avec Poutine. D'autres examens préliminaires sont en cours et encore d'autres sont clos avec ou sans suite. Et quel est donc le premier procès de la CPI ? Le premier procès de la CPI est celui de Thomas Lubanga et il commence le 26 janvier 2000. Il est inculpé de crimes de guerre, soit de 2 chefs d'accusation pour enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans. Son procès a eu lieu du 26 janvier 2009 au 26 août 2011 à La Haye. Le 14 mars 2012, la Cour pénale internationale prononce son premier verdict en le déclarant coupable de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et du fait de les avoir fait participer à des hostilités. Et plus tard, le 10 juillet 2012, la CPI le condamne à 14 ans de prison pour le recrutement d'enfants soldats lors du conflit en République démocratique du Congo. Sa peine s'est terminée en mars 2020. Bien. Excusez-moi. Nous vous remercions Fanny de votre intervention. Grâce à vos recherches, nous apprenons avec soulagement que les transgressions ne restent pas impunies. Nous remercions également Ombline et Pierre. Vos informations et votre pédagogie nous ont permis de saisir quelques clés du droit international. De plus, à l'image de notre dernière émission radio en votre compagnie, les informations ont été instructives et compréhensibles. Au revoir chers invités et chers auditeurs, à une prochaine fois pour une nouvelle émission.